Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française de ce samedi 12 février 2022. Merci également de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Le cyclone Batsirai, toujours à la une des actualités de ce jour. 121 personnes sont décédées suite au passage du cyclone Batsirai à Madagascar. D'après le bilan provisoire officiel du BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, Madagascar compte actuellement 139 034 personnes sinistrées. Une semaine après le drame, le BNGRC et l'État malagasy continuent à répartir les aides au niveau des régions sinistrées. Un reportage de Fin de Sénéméré, Yves Janel. 121 décès ont été recensés à Madagascar une semaine après le passage du cyclone Batsirai à Madagascar. Par ailleurs, 139 034 personnes se retrouvent sinistrées, soit 29 332 ménages. 29 148 personnes, soit 6 566 ménages, sont toujours évacués au niveau des 79 sites d'hébergement. Le BNGRC rapporte également dans son bilan de ce jour, vers 17h de l'après-midi, 8 634 habitations détruites, 3 223 habitations endommagées et 7 098 habitations inondées. Et concernant l'évolution de la pandémie de Covid à Madagascar, 28 personnes sont décédées de la Covid du 5 au 11 février 2022. D'après le bilan publié par le ministère de la Santé publique ce jour, 1410 personnes ont été testées positives au Covid durant cette période. On a donc pu observer une légère baisse du nombre de nouveaux cas comparé à la semaine précédente. Par ailleurs, 1813 personnes sont déclarées guéries de cette maladie. Reportage. Parmi les 7 671 tests effectués entre le 5 et le 11 février 2022, 1410 nouveaux cas ont été recensés à Madagascar d'après le bilan officiel du ministère de la Santé publique. Annalambang demeure l'épicentre de la pandémie à Madagascar, notamment avec 771 nouveaux cas. Ces 84 ont été recensés dans la région d'Iana, 44 à Sofia, 92 à Anous, 107 dans la région Vaknakarach, 92 dans la Simon-Jeffen, 74 à Sava, 33 dans la région Atsnanan, 12 dans le Bunglav, 15 dans la Lochamangour, 7 dans la Simoatsnanan, 23 à Yorombe, 1 à Minabe, 10 dans la région Vadvav et dans la région Fitvnan, 4 à Betsbouk, un nouveau cas à Itas, 6 à Moronmani, 4 dans le Bouigne, 2 dans le Melek et 7 nouveaux cas à Nalandsrouf. À l'heure actuelle, 87 patients développent des formes graves, 6 813 ont été guéris de la Covid, rapporte le bilan du ministère de la Santé publique. Et sur un tout autre sujet, Harvey Luanjianain, ancien secrétaire général du CNLS ou du Comité national de la lutte contre le sida, aurait détourné plus de 4 milliards d'ariars durant sa gestion en 2016. Le CNLS est un bénéficiaire majoritaire des financements mondiaux. Les 4 milliards d'ariars ont été détournés à travers la gestion frauduleuse des automobiles 4x4 de cette institution même. 13 autres personnes sont également impliquées dans cette affaire selon les informations recueillies par Sylvain. Le CNLS ou le Comité national de lutte contre le sida disposait d'environ 54 4 en 2016, des véhicules offerts dans le cadre de la lutte contre le sida. Ces véhicules regroupés dans un lieu, le secrétaire général a décidé de les délocaliser à Manakambaïn et à Alassour pour faciliter le détournement de fonds par la gestion de ces 4x4. C'est à travers cette délocalisation que le détournement a pu se faire. Aucun contrôle n'a été effectué, les automobiles se sont retrouvées comme étant des biens personnels d'Harvey Luanjianain. 33 parmi les 50 ont été démolis pièce par pièce, et à l'heure actuelle, les 33 ne sont plus opérationnels. 5 autres véhicules ont également disparu, aucune déclaration de perte n'a été observée, ce qui laisse à penser qu'ils sont déjà liquidés. Certains ont aussi été échangés avec les voitures des proches collègues du secrétaire général du CNLS. Compte tenu de ces abus, la perte s'élève à 4 311 millions d'ariars et à titre de rappel, ces véhicules ont été offerts dans le cadre de la couverture des coins de l'île en termes de lutte contre le sida.
13 autres personnes sont également impliquées dans cette affaire. Ces derniers sont passés au niveau du PAC la semaine dernière. 2 d'entre eux ont de suite été mis en détention provisoire à Tanmour, notamment le secrétaire général de 2016 et le directeur financier du SNLS. Les 12 restants ont bénéficié d'une libération provisoire et sont sous surveillance judiciaire. 5000 résidents du Fouktang, Antsaoun, Jamanzakam-Yaden sont exposés à des risques en cette période de pluie. D'après le secrétaire d'État en charge de Nouvelle Ville et de l'habitat, on descend sur les lieux ce jour. La réhabilitation des infrastructures nécessaires à la population locale débutera dès ce lundi afin d'éviter les éventuels dangers. Reportage. Cela fait des dizaines d'années que les habitants du Fouktang, Antsaoun, se plaignent de l'état des ruelles dans cette circonscription. Ces habitants qui sont exposés à des risques d'éboulement de rochers et de glissement de terrain, surtout en cette période cyclonique. Si l'on ne cite que les impacts du passage du cyclone Batirai, 15 maisons se sont effondrées rien que dans ce Fouktang. Pour y remédier, le secrétaire d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat a annoncé ce jour que les travaux débuteront dès ce lundi. Des travaux qui seront minutieusement contrôlés pour veiller à la qualité étant donné les forts risques dans ce quartier. La région Beitsbouk bénéficiera également d'une nouvelle ville dans le cadre des programmes de l'État. Cette nouvelle ville se situera à Maatsins, le long de la route nationale numéro 4 PK 180. Afin de débuter ce projet à long terme et pour aménager les lieux, le secrétariat d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat a effectué un reboisement sur les lieux avec ses organismes rattachés et le gouvernorat de la région Beitsbouk. Hier, un reportage de Natera Koutmav et Kevin Ravonerson. Cette surface mesure 13 hectares. Elle sera aménagée pour la construction de la nouvelle ville pour la région Beitsbouk. La construction de nouvelles villes qui entrent dans le cadre des programmes de l'État vise à désengorger et à attirer la population à construire dans les endroits aménagés par l'État, comme celle-ci. Le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat se charge de l'effectivité du projet et cela a débuté hier par un reboisement. Selon le secrétaire d'État, il s'agit d'un projet à long terme afin d'inciter la population à quitter les grandes villes et à construire dans les endroits mis en place par l'État. Il s'agit aussi d'un projet de donner un terrain aux citoyens afin qu'ils puissent y construire leur maison et l'État leur octroie le titre de ce terrain s'ils y arrivent. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat appelle également les entités étatiques et autres secteurs à y investir pour promouvoir le projet. Des terrains seront mis à la disposition pour construire des infrastructures administratives, a ajouté ce premier responsable en charge des nouvelles villes. Ce reboisement a été initié par le secrétariat de l'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat avec ses organismes rattachés et le gouvernorat de la région Beitsbouk et les autorités locales. Dans la foulée, le gouverneur de la région Beitsbouk a affirmé que la construction de cette nouvelle ville est très bénéfique pour sa circonscription et sera une opportunité pour permettre l'extension de la région. Concernant le reboisement d'hier, 1800 jeunes plombs y ont été plantés, comprenant des arbustes fruitiers, des plants de jardin et bien d'autres. Il s'agit également d'une initiative pour participer à la couverture forestière de Madagascar, selon les consignes du président de la République de Madagascar. 2 jours avant la Saint-Valentin, les gens se précipitent pour acheter des cadeaux. Le chocolat qui est un incontournable en cette période. Les chocolatiers interviewés par nos journalistes affirment que la demande a fortement augmenté cette semaine et particulièrement aujourd'hui. Reportage sur les images de Secha Angienab. À la veille de la fête de la Saint-Valentin, nombreuses ont été les personnes à venir auprès des boutiques de chocolat ce jour. Les chocolatiers de leur côté se sont déjà préparés pour cette fête et proposent également des offres spéciales pour le Saint-Valentin, comme chaque année. Alors, la consommation de chocolat cette année, on peut dire, alors on commence tout juste la semaine de la Saint-Valentin, comme vous savez, mais on peut dire quand même que déjà, il y a un énorme engouement pour les Malgaches. Ils aiment toujours le chocolat, on a toujours beaucoup de demandes, beaucoup d'intéressés. Le chocolat est un cadeau emblématique, mais également assez commun pour la Saint-Valentin. Mais le chocolat de Madagascar est très particulier d'après les propos des clients interviewés par nos journalistes ce jour.
Particulier par son goût, ses qualités et ses caractéristiques. Le chocolat de Madagascar qui est entièrement produit par nos cacaos, mondialement réputés. Il est donc d'autant plus logique d'offrir du chocolat Vita Malagasy pour la Saint-Valentin, d'après cette cliente. La fête de la Saint-Valentin est également une occasion pour les entrepreneurs malagasy de rattraper la perte suite au passage du cyclone Batsirai. Et concernant les actualités internationales de ce samedi, l'Italie a accompli vendredi un pas vers un retour progressif à la normalité dans la lutte contre la Covid-19 avec la fin de l'obligation de porter le masque dehors et la réouverture des discothèques. Reportage de France 24. Au retour des vacances scolaires, on pourra voir à nouveau des sourires dans les cours de récréation. En France, l'amélioration de la situation sanitaire permet d'alléger certaines mesures à l'école. Ça signifie qu'il n'y aura plus le port du masque en extérieur. Et ce qui existera demain, c'est un système où dès lors qu'il y a un enfant contaminé dans une classe, on demande à tous les élèves de la classe, en famille, par un autotest, de faire un test le deuxième jour, donc J2. Et c'est l'unique test qu'il y aura à faire à partir du 28 février. Le port du masque s'assouplit sur l'ensemble du territoire. À partir du 28 février, il ne sera plus obligatoire dans les lieux où le pass vaccinal est exigé, comme les restaurants, les cafés et les cinémas. En Italie, le masque est encore de rigueur dans les espaces clos. Mais depuis ce vendredi, il n'est plus nécessaire de le porter en extérieur, sauf bien sûr en cas d'attroupement. Une bouffée d'air pour les Italiens. Enlever le masque, surtout en plein air, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, aujourd'hui, c'est le bonheur absolu. L'Italie rouvre aussi ses boîtes de nuit, tout comme la Catalogne. Jeudi soir, les Barcelonais masqués ont retrouvé les pistes de danse. J'avais tellement besoin de sortir. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. En Espagne, le masque n'est plus obligatoire au dehors, mais certaines habitudes sont difficiles à perdre. Dans les rues de Madrid, la plupart des passants semblent avoir décidé de le garder. Et en France, malgré l'interdiction de manifestation de la préfecture de police, un convoi de la liberté autoproclamé s'est formé samedi autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Quelques 7200 policiers et gendarmes sont déployés pour intercepter les entrées dans la capitale et plusieurs centaines de véhicules ont été verbalisés. Toujours un reportage de France 24. La situation ici se tend considérablement. Vous voyez derrière moi, peut-être, il y a toujours des véhicules qui bloquent autour de la place de l'Étoile. Il y a des forces de l'ordre, ils sont très nombreux. Ils ont utilisé déjà du gaz lacrymogène. Ils ont essayé de vider la place, ils essaient de repousser les manifestants. Mais il y a des véhicules qui sont toujours à l'intérieur du rond-point. Donc la situation est considérablement tendu. Ils ont aussi déployé des dépanneuses plus bas sur l'avenue des Champs-Élysées pour essayer d'enlever les véhicules qui faisaient partie du convoi dit de la liberté qui bloquait cette avenue. Donc on a vu des gens qui portaient le drapeau français, le tricolore, et qui criaient liberté, qui disaient qu'ils étaient là non seulement pour manifester contre le pass sanitaire, mais contre des entraves à la liberté à leurs yeux, et ils disent ne pas vouloir céder. Les forces de l'ordre, elles sont très présentes. Oui, les forces de l'ordre, effectivement, sont très présentes. On sait que déjà, ils sont 7200 polices et gendarmes déployés tout autour de la capitale et aux portes de la capitale jusqu'à lundi inclus. Ils disent à 14h30, ils avaient déjà verbalisé 337 personnes. Et tout à l'heure, la préfecture de la police, dit y avoir arrêté un convoi de 450 véhicules qui essaient d'entrer dans Paris par la porte de Saint-Cloud. Le président russe Vladimir Poutine s'entretient à nouveau ce jour au téléphone avec ses homologues américains et français Joe Biden et Emmanuel Macron. De son côté, la Russie a lancé samedi de nouvelles manœuvres navales d'ampleur en mer Noire et rappelé une partie de son personnel diplomatique. Reportage. Les Ukrainiens ne sont pas d'un naturel anxieux à ce niveau-là. Ça fait quand même 8 ans qu'ils sont en guerre, ils sont prêts. Ça fait depuis le début de l'année qu'ils ont préparé une force de défense territoriale, et tous les week-ends, on voit de plus en plus d'Ukrainiens qui s'entraînent pour effectivement constituer un corps d'armée de réservistes qui pourrait aider l'armée ukrainienne régulière. Donc là,
L'état d'esprit n'est pas à la panique et même le ministère des Affaires étrangères ukrainien a très bien stipulé aujourd'hui qu'il ne fallait pas céder à cette panique-là. Ça faisait aussi partie de la tactique de la guerre hybride que la Russie a tendance à appliquer contre l'Ukraine. Donc il faut faire un peu attention à ce genre de choses. Le problème, on peut aussi comprendre la stratégie de la part des États-Unis, à savoir, et c'est une stratégie qu'ils ont évoquée récemment, à savoir couper l'herbe sous le pied de Vladimir Poutine en disant on va dévoiler tous les plans potentiels d'invasion. Le problème, c'est que c'est un peu contre-productif, puisque ça crée effectivement, ça pourrait créer un vent de panique, ce qui n'est pas le cas, mais ça pourrait créer un vent de panique et finalement déstabiliser le pays plus qu'une invasion ne le ferait. Donc la menace d'une invasion potentielle, en fait, crée une espèce de prophétie autoréalisatrice qui peut être un petit peu dangereuse à court et à long terme. Il y a aussi des entraînements militaires actuellement en Ukraine. La population ukrainienne est-elle réellement inquiète ? Oui, c'est encore une fois, comme je vous le dis, à ce niveau-là, ils se préparent. Voilà, ils se préparent, mais comme certains à l'Est se sont préparés depuis très longtemps. Voilà, donc la population n'est pas inquiète en tant que telle. On voit un peu plus d'inquiétude de la part d'expats, notamment parce qu'ils ont reçu certains messages de la part notamment des États-Unis, des autorités, en leur disant qu'il fallait partir assez vite. Mais c'est pas la vaste majorité. On reçoit même d'ailleurs de la part des expatriés des demandes pour intégrer ces forces-là, ces forces réservistes-là. C'est-à-dire qu'on peut d'ailleurs intégrer ces forces réservistes après 5 ans, si on vit depuis plus de 5 ans en Ukraine. Et il y a de plus en plus de demandes de la part d'étrangers qui veulent aussi défendre l'Ukraine à ce niveau-là, ce qui est plutôt un schéma assez intéressant. Donc non, il n'y a pas de panique particulière aujourd'hui, malgré effectivement les gros titres alarmistes des médias américains et autres. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée de House of Gucci avec Lady Gaga. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.